Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tenter un pitch très court de votre carrière. Donc, vous avez commencé votre carrière en 87 à Europe 1. Vous avez été tour à tour journaliste sportif, grand reporter. 2005, vous arrivez chez BFM. Vous êtes rédacteur en chef, puis directeur de la rédaction. Vous êtes surtout connu comme étant Monsieur Startup du PAF. Incontournable. Pas de levée de fonds sans Stéphane Soumier et pas de levée de fonds sans Good Morning Business. Vous quittez BFM le 12 juillet 2019, ce qui est une belle date puisque c'est la Saint-Olivier. Et en fait, pour créer Bismart TV, et en fait, quand on écoute un peu les gens parler de vous, ce qu'ils disent, c'est bienveillance, sourire, énergie. Et certains ou certaines parlent de voix charnelle de Stéphane. Donc, ma première question, Stéphane, c'est vous avez plus de 30 ans de parcours. Vous retenez quoi de ces 30 ans? Ouf. Qu'est-ce que je retiens de ces 30 ans que j'ai à peu près fait tous les métiers du… Alors, j'ai du mal bah tiens, qu'est-ce que je retiens de ces 30 ans? C'est que le métier et le mot de journaliste, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas il doit y en avoir, hein, j'y ai pas réfléchi, mais vous avez quand même une diversité de façons d'exercer ce métier avec une agressivité parfois d'un certain nombre de mes confrères parce que, vous voyez, le truc qui est pour moi le plus incompréhensible, c'est justement quand on me reproche ma bienveillance. C'est-à-dire que effectivement, j'ai été reporter, j'ai fait les chiens écrasés, j'ai fait du fait divers, j'ai été grand reporter, et puis j'ai animé la matinale sur Europe 1 où on était dans quelque chose d'assez classique finalement. D'ailleurs, Europe 1 aurait dû se réinventer sans doute beaucoup plus tôt. Quelque chose d'assez classique, et donc on va chercher les points irritants, et donc on va essayer de chercher le sensationnalisme, etc. Et puis j'ai eu la chance de débarquer en fait à BFM Business, qui n'était encore que BFM Radio, dans un environnement qui était un environnement où finalement l'audience avait moins d'importance. On avait une audience qualifiée, et ce qu'il fallait, c'était servir cette audience qualifiée. Et tout à coup, vous pouvez commencer à vous dire, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que je ne ferais pas simplement ce qui m'intéresse? Et pourquoi est-ce que finalement, je n'inviterais pas seulement des gens que j'ai envie d'entendre? Oh, la bonne idée! Et bien ça, finalement, comment vous dire, dans la profession, c'est assez régulièrement remis en question. En gros, vous servez la soupe. Ben ouais, je sers la soupe et j'invite à table les gens avec qui j'ai envie de manger. Voilà, c'est ça le sujet, et c'est ça que je vais continuer à faire. Voilà. Alors, justement, pour parler de BFM Radio, donc vous êtes un peu reconnu comme Monsieur Startup du PAF, et d'une certaine façon, quand vous arrivez à BFM, c'est une page blanche. Donc, vous allez gérer un peu une startup en hyper croissance. Alors, non, ce n'est pas une start-up, il y a quand même du boulot qui a été fait, hein. Mais Hmm. c'est vrai qu'à ce moment-là, Alain Veil a des ambitions pour BFM Business, mais surtout, à l'époque, c'est BFM TV qui démarre. Oui. En fait, la vraie start-up, c'est BFM TV. Hmm. Et pour le coup, ça va être alors une scale-up comme il y en a eu peu. Incroyable. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'a réalisé Alain Veil. Moi, je raconte assez souvent, parce que c'est ça un entrepreneur. Il me reçoit, donc je suis à Europe 1. Pour des raisons diverses et variées, on s'en fout, j'ai envie de partir, ça se passe mal. Et donc Alain Veil me reçoit. On est en 2005. Il vient d'avoir l'autorisation de lancer BFM TV, alors que lui-même ne l'attendait pas du tout. Là aussi, je vous passe les détails, mais c'est une surprise. Il m'ouvre la porte d'un immense open space, totalement vide. Il y a juste un type au milieu, sur un petit bureau d'écolier, qui tape frénétiquement sur un ordinateur portable. Et il me dit ça, Monsieur Soumier, c'est la première chaîne d'info de France. Voilà, c'est ça un entrepreneur. C'est ça un entrepreneur. Il n'y avait rien. Rien. Maintenant, il y a 2000 emplois. Donc après, on peut penser ce qu'on veut de BFM TV, le débat est ouvert, formidable. Mais la création d'entreprise, l'entrepreneur Alain Veil, les risques qu'il a pris. Parce que je peux vous dire qu'en 2008-2009, quand vous aviez levé de la dette, c'était chaud. Et dans sa situation, vous perdiez tout, absolument tout, votre chemise, votre maison, tout. Donc non, ça c'est exceptionnel. Et donc cette scale-up BFM TV, incroyable, nous a entraînés en fait dans son sillage. Et à ce moment-là, et c'est ça qui est compliqué quand vous êtes start-upper, c'est ça qui est compliqué quand vous êtes entrepreneur,
c'est justement de ne pas avoir de sillage. Et à ce moment-là, vous êtes poussé à donner le meilleur de vous-même. Ce n'est pas possible que nous, on soit à la traîne par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ça nous a entraînés. Ça a entraîné aussi Alain Veil qui a pris des gros paris qui, ceux-là, n'ont jamais vraiment été transformés, de basculer BFM Business à la télévision. La rentabilité est compliquée à obtenir pour ce modèle. Donc voilà quoi. Mais oui, ça a été une formidable aventure. Mais le vrai entrepreneur dans l'histoire, c'est Alain Veil. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais intrapreneur à la limite à l'intérieur de ce truc-là. Voilà. Il me faisait totalement confiance, mais c'était lui qui donnait les impulsions. Bien sûr. Et quelles ont été les étapes un peu structurantes, justement? Les étapes structurantes. La première, c'est d'apprendre de savoir de quoi je parle. Parce que, et ça aussi, c'est intéressant, j'étais donc quasiment à Europe 1, allez, on va dire numéro 2, numéro 3 de la rédaction. C'était Europe 1 en 2005, donc c'était vraiment l'une des grosses rédactions de France. Ça pesait assez lourd hein, dans le paysage de l'information. Et je ne connaissais mais rigoureusement rien à l'économie. Ça veut dire qu'on pouvait tout à fait quasiment diriger une rédac de cette taille-là en ignorant totalement, mais j'en sais rien moi, la différence entre le profit et le chiffre d'affaires. Je ne sais pas, des choses aussi élémentaires que ça. Bon. Et donc, il a d'abord fallu que j'apprenne. Donc, j'ai appris. Ça m'a tout de suite passionné. J'ai tout de suite compris qu'il y avait là quelque chose en fait de formidable pour renouveler mon parcours. J'avais eu 15 ans, j'avais fait beaucoup de choses. Donc là, je pouvais repartir dans une nouvelle histoire. Et surtout, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise m'ont accueilli à bras ouverts. Eux, ils ont compris que globalement, je savais faire. Je ne vais pas faire de fausse modestie. Je savais faire la radio, je savais faire l'audiovisuel, que j'avais un ton, que j'avais un certain dynamisme. Et ils ont compris le levier que ça pouvait représenter pour l'entreprise et pour l'économie. Et donc voilà. Et donc, il y a eu quelques années comme ça. La crise de 2008 nous est tombée dessus et nous a fait un apprentissage, une fin d'apprentissage à vitesse grand V. Et juste après, en fait, 2010-2011, Alain a lancé le projet télé. Là, on s'est mis, donc, on a ouvert un signal télé. Et la dernière étape, qui est pour moi peut-être l'étape de trop, ça a été le passage, le basculement de la matinale sur la TNT gratuite. Et donc là, tout à coup, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à présent, en fait, on n'avait pas d'objectif d'audience. On avait juste à servir une audience qualifiée et à lui faire plaisir, basculer sur la TNT gratuite, la matinale, sur la chaîne 23. Là, ça changeait la donne. Là, il fallait aller chercher 100 000, 200 000 personnes au quart d'heure moyen. Et là, ce n'était plus la même histoire. Voilà. Et alors justement, en fait, vous l'avez évoqué, vous avez accordé beaucoup de place aux entrepreneurs et peut-être que ça. À des gens mais pas les startups, pas plus les startups que les autres. Hein. C'est-à-dire que c'est ça qui a résonné parce qu'on a été les premiers à s'en occuper. Mais en 2013, François Hollande part dans la Silicon Valley. La découverte. Et j'écris, moi, en 2013 sur le site de BFM Business, j'en ai marre des startups. 2013. C'est-à-dire que déjà, le terme de startup, j'écrivais exactement quand le start-upper, en fait, c'était le patron qu'on aimait aimer, le start-upper. Celui-là, ça allait. Mais quand il réussissait et qu'il devenait un patron encravaté, alors là, ça allait plus. Là, l'État n'était plus copain avec ce gars-là. Voilà. Et donc, à un moment, il fallait arrêter le sketch. Celui dont le pays a vraiment besoin, j'insiste, qui t'a choqué, celui dont le pays a vraiment besoin, c'est le patron encravaté qui fait gonfler sa boîte, qui est installé dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, qui essaye d'aller à la conquête internationale et qui a de l'emploi ici à forte valeur ajoutée et non délocalisable. Voilà. Alors quand les startups deviennent ça, c'est génial. Mais il y en a combien, Olivier, qui deviennent ça? 1 sur 1000. Et justement, en fait, vous avez interviewé énormément de personnes en fait, sur le plateau de BFM Business, que ce soit des grands patrons, que ce soit des petits patrons, que ce soit des start-upers. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Alors, ce n'est pas forcément en fait, un entrepreneur, ça peut être une entreprise. Voilà. Quel est le moment qui a été pour vous le plus… si vous en sélectionnez un… Non, mais il faudrait y réfléchir. Il faudrait y réfléchir. Moi, je vais vous dire, mes 2 icônes, c'est Xavier Niel et Carlos Ghosn. Voilà. Que vous avez tous les 2 reçus. Bien sûr, ouais. Mais qui sont assez rares. Mais pour tout un tas de raisons. Pas seulement parce que c'était intéressant de les avoir à l'antenne. D'ailleurs,
autant Carlos Ghosn était très impressionnant à interviewer, Xavier Niel, c'est toujours plus compliqué. Vous avez toujours l'impression qu'il pense à autre chose. En fait, je crois qu'il est tout le temps en train de penser à autre chose. Voilà. Mais c'est pour ce qu'il représente, c'est pour ce que c'est. Bon, tout le monde le sait. Voilà. Après, Carlos Ghosn, c'est plus challenging. Ce n'est pas le lieu ici de défendre Carlos Ghosn, son bilan, ce qu'il peut représenter, etc. Et tout. Mais je resterai un fervent admirateur jusqu'au bout, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. D'accord. Et dans peut-être des jeunes start-upers en fait, qui ont commencé… Les jeunes start-upers, écoutez, là pour le coup, ils sont tous… Je veux pas… j'en ai en tête là, mais alors parce que je vais en citer un, deux ou trois, les autres vont se sentir… Vous voyez, donc non, ils sont tous plus formidables les uns que les autres. Franchement, qu'est-ce qui… Le tout dernier, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs, tiens. Le tout dernier sur BFM Business, le 12 juillet, juste avant de partir, ma dernière matinale, c'est un gars qui faisait des parapluies. C'était fantastique. Il faisait des parapluies, mais alors c'était des parapluies, quoi, des parapluies de chez Parapluie. Et il vous décrivait ce qu'il appelait un art industriel à la française. Il voulait faire… Alors, ce n'était pas de la haute couture du parapluie, parce que ce n'était pas des trucs totalement inabordables, etc. Et tout, ce n'est pas très intéressant. Non, mais vraiment, c'était une nouvelle façon de voir le parapluie, de vivre avec son parapluie et de fabriquer son parapluie. Et voilà. Mais non, mais à chaque fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est un père ou une mère qui parle de son enfant, donc c'est toujours bouleversant, c'est toujours formidable. Et alors, il y a une question qu'on me pose souvent, faisant moi-même du conseil auprès de startups. C'est quoi le bon pitch quand on arrive face à Stéphane Soumier? C'est quoi en fait les ingrédients essentiels qui va faire qu'à un moment, on sort du lot? Ne le préparez pas. Soyez naturel. Vous avez quelque chose dans les tripes, vous êtes en train de le faire. Mettez vos tripes sur la table. Point à la ligne. Tout le reste, tout ce qui va être préparé, média traîné, etc. et tout, j'en ai vu des entrepreneurs formidables massacrer totalement le passage à l'antenne. Mais d'ailleurs, ceux qui regardaient régulièrement m'ont vu m'énerver 2-3 fois. Parce que 2-3 fois, j'en pouvais plus, quoi. Le type répondait pas aux questions. Le type répétait son message en boucle. Mais non, et plus personne n'écoute. Plus personne n'écoute. Vous savez, je peux révéler un petit secret. Celui qui est sans doute le plus à l'aise de tous dans l'exercice audiovisuel et répondre à l'interview, c'est Guillaume Pépi. Guillaume Pépi, c'est imperturbable. Et pour le coup, il en a tellement vu. Et bien, Guillaume Pépi réfléchissait à la façon de se salir. Vous voyez, de paraître justement moins parfait. Parce qu'il se rendait bien compte que personne ne s'intéresse à un discours parfaitement exprimé qui coule comme une rivière ou comme un long fleuve tranquille. Non. Mettez ce que vous avez sur la table. Si on vous a invité, c'est que ça nous intéresse. Et si vous êtes en train de le faire, c'est qu'il n'y a que vous qui savez comment en parler. Alors, il y a une période un peu particulière là actuellement pour tout l'écosystème startup. Ouais. On a aussi vécu une sorte de surenchère pendant des années de levée de fonds. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est un peu au bout on va dire, d'une ère ou d'une étape ou d'une… J'en sais rien. Là, Olivier, je ne sais pas. Je peux pas. Parce que là, c'est des histoires de valorisation, de banquiers, de levée de fonds. Je ne maîtrise pas ça. Ça, pour le coup, je ne maîtrise pas. Je ne peux pas vous dire. Moi, je suis ravi. Qu'est-ce que j'ai vu là durant cette période? C'est qui? C'est Jonathan Cherki, par exemple, qui a levé 170 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça, pour Content Square. 190 même, je crois. 190 même. Tiens, attendez, bougez pas. Voilà. Lui, c'est un des plus incroyables. Et lui, il m'a offert ça, lui. On le voit. Alors, il faut que j'enlève mon fond virtuel pour qu'on le voit bien. Attendez, je vais enlever le fond virtuel pour qu'on le voit bien. Allez, je pense que lui, il a bien réussi son pitch.
Ah mais non, mais non justement. Enfin, mais non, c'est un très très bon exemple. C'est que il a fallu qu'il vienne 3 fois pour que je comprenne ce qu'il fait. Ouais. Mais il diffusait tellement quelque chose. Il se passait quelque chose. Vous compreniez que vous étiez en prise avec un gars qui au moins lui savait où il allait. Mais vous savez, l'un de mes plus, enfin ce que je cite assez souvent, c'est Blablacar. Ouais. Frédéric Mazzella, la première fois qu'il vient, mais je ne comprends rien. Mais rien du tout à ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais aucune chance. Et j'ai la chance de. Alors, j'anime un petit truc, justement, avec Guillaume Pépi et Xavier Niel, donc c'était il y a un bon moment, sur les startups, comment faire croître les startups, ça intéressait la SNCF. Et donc, il y avait des start-upers dans la salle, et donc un gars se lève. Bonjour, Frédéric Mazzella, Blablacar. Donc, je n'avais quasiment jamais entendu parler de lui. Xavier Niel, comment est-ce que vous arrivez à maintenir le rythme d'innovation quand vous avez dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? Le gars, c'est ça qu'il a en tête. Alors, je ne sais plus ce qu'il disait, le million, les 100 millions, enfin peu importe, mais un chiffre qui de toute façon était fou, quoi. Ou alors les 1000 salariés, enfin bref. Et Xavier Niel l'avait pris au sérieux, lui. Et lui avait répondu, il lui avait dit que c'était la bonne question, justement. Voilà. Donc voilà, et voilà, Jonathan, il m'avait offert ça, et ça reste ma mascotte. Voilà, j'adore cet animal. Très beau souvenir. Alors, juste pour continuer aussi là-dessus, en fait, la signature de BFM, c'est la France a tout pour réussir. Ouais, Ce qui est assez mais j'y suis surprenant. plus là, à BFM. Hein, Je sais que vous n'y êtes plus en fait, mais c'était juste pour vous faire réagir par rapport à ça. Mais finalement, si on dit ça, qu'est-ce qui lui manque en fait pour être les Google, Amazon, Netflix? Qu'est-ce qui lui manque? Ah, qu'est-ce qui manque? Une taille de marché. C'est tout le problème. Mais y compris d'ailleurs dans mon métier, y compris dans les médias. Là, on va lancer une nouvelle chaîne de télé. On sait très bien, malgré toutes les ambitions qu'on a, on sait très bien qu'on ne sera pas CNBC parce qu'on parle en français. Parce qu'on le fait en français et qu'on est en plus sur une économie française qui est quand même… alors oui, elle a tout pour réussir, mais c'est quand même du wishful thinking. Hein. Elle est quand même très particulière. Et donc, oui, on peut à la marge intéresser les Suisses et les Belges, mais même par exemple, si vous vous dites il y a un marché à aller gagner en Afrique francophone, vous êtes à des années-lumière de leurs préoccupations, de ce qu'ils peuvent eux ressentir, de ce que sont leurs priorités. Donc c'est la taille de marché, je pense que c'est ça le sujet. L'une de nos plus belles réussites là en ce moment, on va voir, c'est Back Market là, qui est en train d'essayer d'aller conquérir les US. À chaque fois c'est compliqué. Même le padré vente privée s'y est cassé les dents. Peut-être qu'il réessayera d'ailleurs. Enfin voilà. Mazzella justement, il a toujours dit qu'il voulait pas aller aux US parce que la consommation de la voiture était différente. Enfin bref, qu'il avait le sentiment que ça prendrait pas aux États-Unis pour tout un tas de bonnes raisons. Non, c'est la taille de marché. Ça, c'est très clair. Y compris pour nos fonds, d'ailleurs, je pense. Mais ça, vous le savez mieux que moi, Olivier, mais y compris pour nos fonds. Voilà. Alors, et justement, en fait, pour terminer sur vous aujourd'hui, puisque vous êtes en train de créer donc une nouvelle chaîne télé, vous dites c'est une chaîne en fait qui protégera les polytraumatisés de l'entrepreneuriat en France. Ça veut dire quoi? Non, c'est la chaîne des audacieux. Notre claim, c'est la chaîne des audacieux. Voilà. Et ceux que j'appelle, non, les polytraumatisés médiatiques, ça c'est un terme que j'employais dans la rédaction. C'est-à-dire que globalement, les choses sont en train de changer quand même. Mais globalement, quand j'ai inventé ce terme, a priori, le patron a tort dans les médias. Voilà. A priori, il a tort. Certains d'entre eux, mais vraiment, il faut qu'ils aillent à Confesse, à Canossa, qu'ils fassent le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle sur les genoux, genre Emmanuel Faber de Danone, vous voyez. A priori, ceux-là, peut-être quand même, ils vont commencer à avoir le droit de dire ce qu'ils pensent, mais vraiment, il faut qu'ils pensent correct. Et donc, ça fait naître toute une génération de polytraumatisés des médias, c'est-à-dire des gars qui ne peuvent même plus, en fait, allumer la télévision, allumer la radio, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et mon propos, c'était de dire, faites attention parce que ces gens-là, c'est comme les polytraumatisés dans un accident de la route. Dès qu'ils entendent une voiture freiner à côté d'eux, ils ont peur. Et donc, dès que vous commencez à sortir un tout petit peu de la ligne qui est la nôtre, c'est-à-dire la ligne pro-entreprise, c'est-à-dire que chez nous, le chef d'entreprise, il a priori raison.
C'est lui qui crée toute la richesse qu'on pourra ensuite redistribuer. Dès que vous sortez un tout petit peu de cette ligne, alors vous risquez de les perdre. Parce que justement, ce sont des polytraumatisés et qu'ils ne tolèrent plus le moindre écart. Voilà, c'était ça le sujet. Et donc, Bismart sera un refuge pour ces polytraumatisés. On n'entendra pas de voiture freiner trop fort. Et vous en êtes où là sur le projet? Ah ben là, on est dans la toute dernière ligne droite. Je vais pas. En fait, on enregistre là. On est le quoi? On est le 29. Oui. Voilà. On va faire une conférence de presse le 9 juin et le lancement, ce sera dans la foulée. Voilà. D'accord. Donc c'est très proche. Ah oui. Là, on y est. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Stéphane. C'était vraiment un plaisir. Et on Je vous vous en prie. souhaite bonne chance pour la suite et plein succès pour cette nouvelle chaîne télé. Voilà. Avec l'image, effectivement. Elle va tout défoncer comme lui. Voilà. Merci, Stéphane. Merci.